Vous demandez demain qui gouvernera le monde, oui. Mais la réponse c'est plutôt personne. La réponse c'est plutôt le chaos qui va arriver. Les États-Unis, qui sont aujourd'hui le maître du monde, au moins en apparence, c'est la plus grande puissance militaire, c'est le dollar est la première monnaie du monde, etc., vont voir leur puissance se réduire dans les années, les décennies qui viennent, parce qu'en termes de pourcentage, d'autres puissances vont augmenter et les États-Unis vont être confrontés à d'énormes difficultés de très grande nature. Donc en fait, on va avoir un certain nombre de puissances qui vont se partager le monde et en réalité, au-delà de ces puissances étatiques, c'est le marché, c'est les entreprises légales ou illégales dans un univers en effet de chaos, de non-droit, c'est-à-dire que les économies vont s'émanciper complètement de la tutelle des États. Le marché va s'émanciper de plus en plus de la tutelle des États. Et d'ailleurs, ça renvoie aussi à l'élection présidentielle. La France va être de plus en plus noyée dans un marché qui aura de plus en plus de pouvoir face au pouvoir souverain des politiques. Et les mafias économiques, par exemple, vont prendre beaucoup de pouvoir. Eh bien, en toute logique, oui. C'est pour ça que je compare souvent le monde à la Somalie, qui est un pays sans État. Eh bien, le monde va devenir une sorte de gigantesque Somalie avec beaucoup de désordre, avec évidemment le fait que ceux qui ont la possibilité de s'exprimer sans droit, en particulier le monde criminel, dans une vaste partie du monde qui ne va pas obéir à la règle du droit, auront de plus en plus de pouvoir. On peut même imaginer qu'à terme, des nations deviennent des nations pirates complètement, et soient elles-mêmes en situation de prendre le contrôle même d'entreprises légales ou de nations civilisées. Vous annoncez aussi un chômage de masse, une pauvreté qui augmente. C'est malheureusement les faits. Je dirige Planète Finance qui s'occupe de lutter contre la pauvreté à travers le monde. Nous voyons concrètement la pauvreté augmenter à travers le monde et le chômage de masse augmenter, avec d'ailleurs cette contradiction d'une énorme aspiration à la démocratie et en même temps dans les pays qui accèdent à la démocratie parce que les dictatures sont incapables de résoudre leurs problèmes, une menace contre la démocratie qui peut venir de l'insatisfaction liée au chômage. Il y a ce risque énorme, avec en plus bien d'autres risques quand on regarde la planète dans son ensemble, les risques écologiques évidemment, les risques de désordre de toute nature. Il y a énormément de risques. Des risques majeurs. D'abord, le risque financier. Vous dites que l'explosion du système financier est possible et que ce qu'on a vu n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on va voir. En réalité, oui, parce qu'il y a et j'espère qu'on aura le temps d'en parler, il y a beaucoup de choses très positives qui arrivent aussi. Un ancien banquier qui voudrait devenir président. Et quant aux remarques sur son costume... La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Sur la loi travail, pas question non plus de se laisser faire. Le professeur Macron tente de se faire comprendre. C'est pas moi qui vais créer des emplois. Le grand patron, David de Rothschild, se souvient de son ancien employé. Talentueux. C'est-à-dire ? Très talentueux, très talentueux et très intelligent. Et donc il est normal qu'aujourd'hui, on parle d'Emmanuel Macron dans les journaux et pas de David de Rothschild. Mais c'est pas anodin ce que vous dites. Au pré avec sa mère, le poulain de 3 jours tangue sur ses pattes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Alors de Montebourg à Macron, ça fait un virage à 180 degrés, présidentiable un jour. Mais c'est pas anodin ce que vous dites. La RFID que vous avez parfaitement décrite comme étant une façon de reconnaître à distance un objet ou de l'identifier sans avoir lui demandé de sortir sa carte d'identité. Pour un objet, c'est rare qu'il ait une carte d'identité sur lui. Non, vous savez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ce que vous avez décrit, c'est la traçabilité, soit des objets, soit des personnes. J'ai effectivement adhéré en 1995, c'est la confession de Xavier Bertrand. Pendant 13 ans, il a gardé le secret sur son appartenance à la franc-maçonnerie. De moi-même, je n'aurais pas pris l'initiative de parler, mais certains l'ont fait pour moi. Depuis 2004, depuis son entrée au gouvernement, il dit s'être mis en retrait. Plus surprenant, le choix du Grand Orient, la plus grande obédience maçonnique, étiquetée à gauche. Xavier Bertrand affirme que Nicolas Sarkozy n'était pas au courant de son engagement. Quant à savoir si d'autres membres du gouvernement sont francs-maçons, je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir, conclut-il. Bonsoir Jean-Michel Quiardet, vous Bonsoir. êtes grand maître du Grand Orient de France. Vous appelez quand même à cette publicité parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent si, quand on ne sait pas si un ministre est franc-maçon qui négocie avec un syndicaliste qui peut aussi lui être franc-maçon mais que finalement seulement les deux personnes le savent et pas les autres. Est-ce qu'il peut y avoir des connivences, des complicités? C'est tous les doutes et tous les soupçons Absolument qui peuvent pas. peser. La maçonnerie, oui, mais ça c'est parce que c'est une mauvaise connaissance de la pratique maçonnique. Vous savez, il peut y avoir effectivement un membre du gouvernement et un syndicaliste qui soient tous les deux francs-maçons. Un juge ou un prévenu, oui, ça peut être arrivé. Un franc-maçon, c'est d'abord quelqu'un qui a une déontologie. Et sa déontologie, eh bien, c'est... Récipiendaire, l'ordre maçonnique dans lequel vous avez demandé à être admis, pourrait,
peut-être, un jour, exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et pour celle de vos frères. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Le cas échéant, consentez-vous à le faire, ce sacrifice? Oui, monsieur. Puisqu'il en est ainsi, frère expert et frère maître des cérémonies, amenez le récipiendaire à l'autel des serments afin qu'il prête son serment. Afin d'assurer les privilèges de la franc-maçonnerie uniquement à des hommes qui méritent de les obtenir, il leur est demandé de contracter un engagement de fidélité. Consentez-vous à prêter ce serment solennel fondé sur les principes que je vous ai exposés? Et vous engagez-vous à garder jalousement les secrets et les mystères de la franc-maçonnerie? Oui, monsieur. Je vous informe que votre serment sera prêté sur les 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie qui sont le volume de la loi sacrée, le compas et l'équerre. Cela me paraît une évidence. Nous connaissons tous cette légende du 3e degré pour ceux ou celles qui sont maîtres ou maîtresses maçonnes. Nous connaissons tous qu'il faut aller jusqu'au sacrifice par devoir pour ne pas trahir les secrets qui nous ont été révélés. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Il est l'exemple vivant de ce qui était dans nos rituels une légende. Alors, les absents ont tort. Ils ont tort de croire que ça ne peut pas recommencer demain. Le grand maître du Grand Orient de France, Guy Arcisé, bonsoir. Ce qui me choque, ça m'embêterait que le président de la République soit un jour obligé de jurer fidélité à la France sur la Bible. Lucifer, what is your problem? Just that, sir. Okay. I'm a Christian, sir. I'm pure and virtuous and wholesome and innocent. How can you say anything bad about me? Sir, you need to be born again. I am born again. Now, did you just say that you are Lucifer? I am Lucifer. Okay, define Lucifer for me. Pure, virtuous, wholesome, innocent individual that's out to help people. Lucifer is? Yeah. Say that again. Lucifer is a pure, holy... Virtuous. Virtuous. Now, is he the Lucifer that God created? That's the same one. Oh, man, this is great. I'm going to put this on the internet. Oh, Amen. God bless you, Amen. brother. Because that's exactly what the Shriners and Masons teach, is that Lucifer is light. No. And you're, what you're about those confirming hospitals? It. You know what, sir? Jesus said, many will say to me on that day, Lord, Lord, we did not do these good deeds in your name. And you'll say, away from me, you workers of iniquity. I never knew you. Jesus said it? In Matthew chapter 5. Mercy. No. That's hard to believe. So you're a Christian and you don't know that. Actually. No, I really am. You are. Because I'm pure and virtuous. You're pure and... Get out of here. See, this is what Donc ils se disent qu'il faut inventer autre chose. Le catholicisme, c'est l'oppression, le protestantisme, ça marche pas, et cette autre chose va s'appeler la laïcité. Mais une laïcité qui naît dans les loges, nourrie de toute cette histoire, va d'abord apparaître comme une religion laïque. Ce terme est employé, religion contre la religion catholique. Et lorsque les républicains, fondateurs d'ailleurs de la religion laïque, vont prendre le pouvoir à travers l'école, dans le fond, ils vont, à travers les instituteurs, à travers les cours de morale laïque qui ont été publiés, à travers les programmes scolaires, eh bien, ils vont essayer de constituer non seulement une république matérielle, mais une république spirituelle. Est-ce que vous vous appelez à une sorte de messianisme républicain ? Non, bien sûr que non, mais vous savez, cette religion laïque, elle est formulée essentiellement par les philosophes au sein de la République, c'est une religion rationnelle. Donc c'est précisément, il n'y a pas de fin d'histoire, l'histoire est en continu, c'est un appel à la conscience de chacun, au jugement, à la rationalité, mais ça s'édifie comme un système de croyance, très inspiré aussi du kantisme. Pour moi, et on l'a republié au Port de l'Eau, le plus grand penseur spirituel de la République, un des plus grands penseurs laïques, intervient dans le débat. Il s'appelle Félix Pécaud, il était le fondateur des écoles normales, c'est le premier à Fontenay à faire ses prières laïques du matin, c'est tout à fait étonnant. Se propage dans les lycées depuis plusieurs semaines. Ça pourrait paraître possible qu'effectivement il y ait des espèces de complots. Alain Boer, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est née, je crois, au XVIIIe siècle, en Grande-Bretagne, c'est ça ?
1717, c'est ça, non? Alors un peu avant en fait, un peu avant, juste à la fin du siècle, Robert Moray, Elias Ashmole sont les premiers à avoir inventé un concept qui permettait à la Grande-Bretagne, qui était en pleine guerre civile et pleine guerre de religion, d'en sortir au nom de la science. Combien de francs-maçons en France aujourd'hui? 135 000, 140 000. 135 000, 140 000, plusieurs loges. Des obédiences, oui. Des obédiences, oui. C'est des fédérations de loges. C'est des fédérations de loges. Une douzaine importantes et une douzaine importantes et d'autres plus petites. Plus petites. Bien. C'est la France, c'est très diversifié. Partout ailleurs, il y en a plutôt une ou deux. Nous, on est dans la pluralité. Je vous disais, des journalistes francs-maçons? Oui, plein. Lesquels? Ceux qui vous disent qu'ils le sont. Il y en a qui assument. Je pense vraiment qu'on peut nous cacher des choses. Il va alors choisir de s'exprimer lors d'une prestigieuse conférence organisée par le Wall Street Journal et diffusée sur Internet. Tous les poids lourds de la Silicon Valley y ont déjà défilé. On y parle nouvelles technologies et c'est Kara Swisher qui mène l'interview, aux côtés d'un autre journaliste, Walt Mossberg. Et comme beaucoup avant lui, Mark va passer un sale quart d'heure. Voici Mark Zuckerberg. Il était très au courant des thèmes de l'interview, donc on était vraiment surpris de le voir si nerveux. Pourquoi faites-vous en sorte que je dois vérifier l'intégralité des infos qui me concernent? Je pense qu'il faut comprendre comment le système est conçu pour saisir son mode de fonctionnement. Je parlais avant de ce que font les utilisateurs sur le site. Ils partagent leurs informations avec leur entourage. Mark ne répond pas du tout à la question. Mais en face de lui, le journaliste insiste. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous semblez avoir décidé de rendre publiques mes informations personnelles sur Facebook. Vous l'avez fait tout seul, sans prévenir? Nous lui avons posé des questions l'un après l'autre et il a refusé de répondre. Alors nous lui disions, répondez. Ce n'est pas ça notre question. Et à force de ne pas répondre aux questions des deux journalistes, l'interview devient de plus en plus musclée. Ces emails que vous avez écrits à la fac, ils vous suivent, que ça vous plaise ou pas. Kara évoque un email envoyé par Mark 5 ans plus tôt. Un email où il écrivait que les utilisateurs de Facebook étaient bien naïfs de lui faire confiance. Mark est déstabilisé, il commence à transpirer. Comment expliquez-vous le scandale que ça a provoqué? Ça vous touche? Oui. J'ai fait plein de bêtises quand j'étais à la fac. Je ne me cherche pas d'excuses. Et je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Certaines accusations sont vraies, d'autres non. Pouvez-vous nous dire quelles accusations sont vraies? Je ne sais pas trop, c'est loin. Mark perd tous ses moyens, il ne maîtrise plus ses réponses et transpire un peu plus. Et il se met à transpirer, mais vraiment transpirer. À quel point transpirait-il? Oh, entre nous, on appelait ça la fête de la transpiration. On ne pouvait pas voir ça du public, mais c'était vraiment énorme. Ça coulait à grosses gouttes le long de son nez. J'avais peur qu'il fasse un malaise, et il était tout pâle, il avait l'air malade. Pour moi, c'était une crise d'angoisse. Il nous a dit qu'il ne se sentait pas bien, mais en tout cas, c'était très mauvais pour lui. Pour détendre l'atmosphère, Kara interrompt l'interview et tente une petite plaisanterie. Vous voulez retirer votre sweat? Non, je ne l'enlève jamais. Je sais, mais il y a des femmes dans le public qui aimeraient bien que vous l'enleviez. Non, En s'épongeant le front, Mark prend conscience de la situation. Il cherche une issue, mais les questions repartent de plus belle. Pouvez-vous expliquer ce qu'est la personnalisation instantanée? Pourquoi vous l'avez fait et à quoi ça sert pour vos utilisateurs? Peut-être que je dois l'enlever. Enlevez-le. Pour gagner du temps, Mark décide d'enlever son sweatshirt, mais il va comprendre qu'il n'aurait jamais dû. C'est un sweat officiel. On imprime notre mission à l'intérieur. Oh mon Dieu! L'intérieur du sweat. Mais qu'est-ce que c'est? Rendre le monde plus ouvert et connecté. Oh mon Dieu, c'est un culte secret.